Bonjour Maud Bréjean. Bonjour. Les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour poursuivre leur discussion sur la réforme des retraites. L'ordre du jour concerne l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Hier, Sophie Binet parlait de revenir à 62 voire 60 ans dans le contexte budgétaire actuel. Est-ce que c'est pas étrange comme est-ce que c'est audible? Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. Je trouve que tenir ce conclave dans la situation budgétaire et géopolitique qui est la nôtre est complètement décalé, anachronique, pour ne pas dire irresponsable. Je reprenais avant de venir le rapport rendu par Pierre Moscovici il y a un petit mois de ça, qui rappelait que, mettons de côté cette situation géopolitique, il manquerait 15 milliards d'euros en 2035, 30 milliards d'euros en 2045. On a des besoins d'investissement qui sont absolument colossaux. On a une démographie qui est ce qu'elle est, qui fait qu'on a de plus en plus de retraités, et on a cet investissement vital sur la défense à réaliser, eu égard notamment à la situation qu'on est de traverser. Et certains se permettent encore de se demander si on peut revenir à la retraite à 62 ans. Vous voyez, Est-ce que vous nous dites ce matin qu'il faudrait abandonner tout simplement ces discussions, qu'elles n'ont plus lieu d'être? Je pense que prétendre et laisser penser aux Français notamment qu'on pourrait revenir sur l'âge légal de départ et donc revenir à 62 ans, certains disent même 60 ans, c'est un mensonge éhonté qui est fait aux Français, et c'est encore une fois complètement irresponsable au regard de la situation, des défis absolument majeurs qui nous dépassent, qui concernent les générations futures. Dans ces conditions, et qu'on traverse pourquoi en ce François moment. Bayrou a dit aux partenaires sociaux, c'est page blanche, allez-y, y compris, il n'y a pas de tabou, Écoutez, y compris sur le départ à la retraite? Moi, j'ai toujours été très claire. Discuter de l'âge légal de départ est pour moi aujourd'hui absolument inenvisageable. Qu'on puisse ensuite regarder comment est-ce qu'on peut améliorer les choses sur les carrières longues, sur les carrières pénibles. Pourquoi pas la réforme qui a été faite il y a 1 an et demi de ça, elle était probablement pas parfaite, mais elle était nécessaire. On l'a pas faite de gaieté de cœur, on l'a fait parce qu'elle était absolument indispensable. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui prouve que, quand bien même c'était impopulaire, on a eu raison de la faire. François Bayrou avait aussi dit, promis presque, que le gouvernement ne se mêlerait pas de ces discussions. Or, je vous entends ce matin, on a aussi entendu Éric Lombard, le ministre de l'économie. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas des pressions qui sont mises sur les partenaires sociaux? Il y a des élus qui donnent des avis. Moi, je suis députée, parlementaire. J'ai été élue en portant la réforme des retraites en 2022. Je l'ai assumée de nouveau suite à la dissolution en 2024. J'ai toujours eu un positionnement qui était extrêmement lisible vis-à-vis de mes électeurs. La situation française, aujourd'hui, va nous amener à devoir travailler davantage. Et ce discours de réalité-là, on doit le tenir vis-à-vis des Français, même s'il n'est pas agréable au premier abord. Un budget qui est d'autant plus contraint, on en parlait, que Sébastien Lecornu parle, lui, d'un budget idéal pour la défense qui pourrait avoisiner les 100 milliards par an. C'est le double, pour que les téléspectateurs aient une idée en tête, de celui qui est consacré notamment à l'éducation nationale pour justement financer la défense. Est-ce qu'il faut une épargne dédiée? D'abord, si on regarde quelques secondes dans le rétroviseur, on a déjà doublé le budget de la défense. Je crois que là-dessus, le président de la République a vu juste avant beaucoup d'autres responsables politiques, y compris en Europe. On voit que la situation et que le contexte évoluent, qu'on doit se réarmer davantage, qu'on doit se préparer davantage, et ça nécessitera un budget plus important. Et donc une épargne dédiée? Le président de la République est en train de déterminer quels sont les besoins, aux côtés de Sébastien Lecornu évidemment. Charge ensuite au gouvernement, au Premier ministre, à François Bayrou et à ses ministres, de proposer des pistes de Mais financement. est-ce que pour vous, c'est une bonne piste? Est-ce que vous vous dites, bah oui, pourquoi pas, les Français auront peut-être aussi envie de participer à cet effort? Je n'ai pas d'opposition de principe. Je suis patriote et j'estime que c'est une solution qui doit être regardée de près. Mais j'attends aujourd'hui du gouvernement qu'il propose des pistes de financement concrètes. C'est encore une fois le rôle du Premier ministre, le rôle du ministre de l'économie et des finances, et qu'on puisse ensuite rapidement en débattre au Parlement, parce que le temps presse. Le temps presse.
La France utilise déjà depuis quelque temps les intérêts des avoirs russes gelés pour financer la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin et utiliser aussi le capital russe qui est immobilisé? Alors, c'est le sens de la résolution de soutien à l'Ukraine qui a été adoptée hier soir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous l'avez voté? Est-ce que vous souhaitez que les avoirs russes soient utilisés dans la guerre en Ukraine? C'était une proposition portée notamment par notre groupe à l'Assemblée nationale et par Gabriel Attal. Pourquoi? Parce que face à une situation absolument exceptionnelle, dramatique, inédite, il ne faut rien s'interdire. Et les Français ne comprendraient pas qu'on leur demande davantage d'efforts, et on va demander davantage d'efforts au budget de la nation, et qu'en parallèle, on s'interdise d'instruire ce type de solution. Est-ce que c'est réalisable facilement? Est-ce que ça présente uniquement des avantages? Peut-être pas, il faut prendre le temps d'étudier les choses. Mais ne fermons pas de porte a priori. Parce que le bloc central n'est pas tout à fait, il y a des sons de cloche différents. Emmanuel Macron lui-même n'y est pas tout à fait favorable. Il avance, il dit que ce serait contraire à certains accords internationaux, donc il y a des problèmes juridiques. Et il a raison. Écoutez, moi, j'écoute, j'entends les uns et les autres. Je demande à ce qu'on puisse instruire, encore une fois, précisément cette solution, à ce qu'on ne ferme pas la porte, à ce qu'on liste les avantages, les inconvénients, ce qui est possible de faire, mais qu'il n'y ait pas y compris si ça entraîne un précédent économique pour les investisseurs étrangers, parce que c'est ça aussi le risque. Ne soyons pas jusqu'au boutiste. Regardons ce qui est possible de faire, et c'est tout le sens de la démarche qui a été portée hier par l'Assemblée nationale. Si on voit que ça présente davantage d'inconvénients que d'avantages, ne le faisons pas. Le président de la République a raison d'être extrêmement vigilant sur ces questions-là. Mais encore une fois, face à une situation exceptionnelle, il faut être en capacité de mobiliser des moyens exceptionnels. Avec ce qui n'empêchera pas, je le rappelle, de devoir faire des efforts budgétaires importants pour financer cette nouvelle dépense. À gauche, mais aussi au Rassemblement national, et il y a aussi quelques voix de droite qui reprochent à Emmanuel Macron d'être alarmiste finalement, de jouer sur les peurs pour se remettre en scène. Il y a des femmes et des hommes politiques qui aujourd'hui font de la politique au sens politicienne du terme sur la situation internationale. Vous savez, on a vécu hier à l'Assemblée, durant le débat sur cette résolution, un grand moment de clarification. On a vu, je crois, ceux qui étaient réellement patriotes, qui défendaient les intérêts de l'Ukraine en Europe, la sécurité des Français au sein de l'Union européenne, portée par le groupe auquel j'appartiens, portée par les Républicains, portée par le MoDem, par le Parti socialiste. Donc Emmanuel Macron dans son... Et on a vu des groupes politiques et des leaders politiques qui étaient à contresens des intérêts français et européens. Je pense notamment à la France insoumise et au Rassemblement national. Le président de la République, il n'est pas va-t-en-guerre, comme je peux entendre ici ou là. Il est réaliste. Il dit la vérité aux gens. Et je crois que depuis 2017, face à des situations nationales, internationales, face à des crises extrêmement compliquées, il y a eu de cesse de vouloir protéger les Français. Et en tenant la position qu'est la sienne aujourd'hui, en étant juste, mais encore une fois réaliste, il continue à protéger les Français. Un dernier mot rapidement sur la commission d'enquête parlementaire sur les violences à Notre-Dame de Bétharram. Cette commission veut auditionner François Bayrou. Pour vous, c'est légitime de l'entendre, en tant notamment qu'ancien ministre d'éducation nationale de l'époque? Moi, je suis, comme vous, probablement très respectueuse du parlementarisme, et donc elle a toute possibilité de le faire. Maintenant, je crois qu'une commission d'enquête ne doit pas être un tribunal, et qu'une commission d'enquête, que le Parlement ne doit pas se substituer à la justice. Il y a un objectif, je crois, avec cette commission d'enquête à laquelle je n'appartiens pas, c'est plus jamais l'affaire Bétharram. Et donc, dans ce cadre-là, que les députés auditionnent toutes celles et ceux qui, à un moment, ont pu avoir connaissance de certaines choses et qui pourraient faire avancer la situation dans le bon sens, me semble une bonne chose. Ça veut dire qu'il faut aussi auditionner Elisabeth Guigou, qui à l'époque était garde des Sceaux. Est-ce qu'il faut aussi auditionner Ségolène Royal, qui à l'époque était à l'enseignement scolaire? Ce sera à eux de définir la liste des personnes à auditionner. Encore une fois, je pense qu'il faut maintenir l'objectif. Et l'objectif, c'est plus l'affaire Bétharram. Et donc, toutes celles et ceux qui peuvent contribuer à faire en sorte que cet objectif soit atteignable doivent participer à cette commission d'enquête, sans, encore une fois, je le dis, que ce soit un tribunal populaire, parlementaire ou médiatique. Merci beaucoup, Aude Joingeon. Bonne journée à vous.